Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour Mounir. Salut Daphné. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien, toi? Tu voulais souligner que c'est notre 10e épisode? Ben oui, c'est notre 10e épisode. Merci à tout le monde qui s'est rendu là. Pour célébrer, on aimerait que vous partagiez c'est quoi votre épisode préféré sur vos plateformes. Allez le bouche à oreille pour la promotion de cette émission. Passez le mot si vous aimez, si vous écoutez Café Snake puis vous êtes rendu à écouter notre 10e épisode. On va commencer avec les actualités numériques comme on a fait la dernière fois. Donc, on va vous parler du débat entre Trump et Kamala qu'on a écouté ensemble, mais plus particulièrement de comment ça a été décliné sur TikTok. On a remarqué que souvent, dans l'actualité, il y a des gens qui parlent dans les médias, puis ensuite, il y a des clips de leur intervention qui vont être reconvertis en chansons. Mm-hmm. Puis moi, je pense particulièrement à une chanson que j'ai écoutée cette semaine, ou la semaine passée, parce que je vais pas bien. Je traverse une période difficile, puis là, j'avais téléchargé... C'est quoi déjà? You don't have a man, Ah non, mais c'est quoi son nom? Je sais pas, je fais la Oh face. my God. Ok, c'est ça. Donc, j'avais downloadé une chanson qui reprend un clip de Gypsy Rose, qui est cette jeune femme qui a été accusée d'avoir tué sa mère, qui a passé du temps en prison et qui a été relâchée, qui a fait grosse tournée médiatique, documentaire d'elle, parce qu'il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix. Donc, elle a quitté son mari, elle s'est mise en couple avec quelqu'un qu'elle avait déjà fiancé en prison. En tout cas, elle a une vie amoureuse qui est très médiatisée. Puis elle a eu un beef avec quelqu'un sur TikTok, une autre femme qui disait avoir été cruisée par son nouveau chum. Puis là, elle a dit, t'es genre, basically, tu t'essayes de me menacer parce que t'es jalouse de moi, puis mon chum te toucherait même pas avec... c'est ça, wouldn't touch you with a 10-foot pole. Oh, honey, I am so not threatened by you. My man wouldn't touch you with a 10-foot pole. My man with a 10-foot pole. My man wouldn't touch you with a 10-foot pole. En français québécois, on dirait, je te toucherais même pas avec une massue. Ouais, avec un balai, un 10-foot pole, une massue. Il y a pas une toune, genre il y avait une toune quand j'étais ado qui était populaire, c'était une toune québécoise de Pépé et sa guitare, je pense. On a essayé de le retrouver, puis ça disait sensiblement la même chose. Je te toucherai pas avec un maillet, oh si t'es laid, je t'en regarderai pas si tu payais. Bref, fait que là, la toune qui est sortie du débat, c'était... They're eating the dogs. They're eating the dogs. On va la mettre. They're eating the cats. They're eating the dogs, they're eating the cats. Eat the cat, eat the cat. They're eating the dogs, they're eating the cats. Eat the cat, eat the cat. Bon, commentaire par rapport à ça. Ben, moi, je pense que c'est juste, ça suit c'était tout le temps ça avec la viralité, surtout dans le proto-internet, début d'Internet. C'était, oh my god, il y a un remix EDM de ça. C'était comme c'est un trope vraiment récurrent. EDM, c'est de la musique de club? Ouais, c'est Electronic Dance Music, c'est ça. C'était ça un peu tout le temps, c'était comme la consécration de ton meme, c'est, quelqu'un a fait un remix avec ça. Mais là, vu que TikTok est vraiment basé sur la musique, ça arrive chaque semaine, dans le fond, que un clip médiatique devient une chanson. Donc, They're Eating the Dogs, là, c'était Trump qui reprenait une espèce de fausse nouvelle par rapport au fait qu'il y aurait des communautés haïtiennes. Ouais, de migrants haïtiens qui mangeraient les animaux domestiques de la population de Springfield, en Ohio. C'est ça. Puis toi, tu m'en avais parlé littéralement le jour même. Tu me dis, aïe, tu sais pas qu'est-ce qui circule. Puis là, évidemment, on écoute le débat puis ça sort. Ben, si on y va dans l'analyse du débat, c'est vraiment Trump, au moment qu'il a sorti ça, il était complètement retranché, il était sur la défensive totale, il savait pas quoi dire, il y a une espèce de pause, puis il est allé direct, they're eating the dogs. Fait que c'était comme une espèce de move de désespéré, tu sais. C'est ça qui est intéressant avec ça. Il essaie de sortir sa tête de l'eau. Par contre, c'est quand même des allégations que nous on trouve ça drôle, mais c'est pas du tout drôle. En fait, ça met en danger les migrants haïtiens, les immigrants. Il y a des gens qui peuvent croire à ces choses-là. Je suis certaine qu'il y a des gens qui y croient. Mm-hmm. Puis surtout avec ce débat, tu sais, je pense que c'est la première fois que je voyais qu'il y avait autant de watch party de débats dans les bars, dans les espèces des gens qui se réunissent. Dans les résidences des universités. Dans les résidences des universités. Puis là, quand il a sorti cette ligne, c'était comme la foule qui applaudit comme si c'était du stand-up, tu sais. Exactement. Moi, j'ai vraiment bad trippé, mais en ce moment, comme j'ai dit, je pense tout me fait bad tripper. Ça va pas bien. Puis là, j'avais l'impression que, tu sais, c'était vraiment le pinacle du capitalisme avancé où tout
est Spectacle. framé comme du divertissement. J'ai même dit, tu sais, juste avant, on écoutait le tapis rouge de l'Occupation Double, j'avais l'impression de regarder un second tapis rouge. Tu sais, j'avais cette même... ça venait... Je sais pas c'est qui me dit ça cette semaine, mais ça sollicitait les mêmes cellules dans mon corps. Tu sais, il y avait cette idée d'embarrassement que je vivais par procuration, de stress par procuration. Je voyais Kamala, j'entendais la salive dans sa bouche, comme j'avais juste avant entendu la salive dans la bouche des gars qui devaient se présenter devant les filles au Mexique. Je trouvais ça bad trippant. Que finalement, mais tu sais, après, c'est ce qu'on dit depuis le début dans la podcast, mais c'est un produit de divertissement. La politique, c'est une mise en scène, ce débat-là. Tu sais, même l'idée de fact-checker Trump, c'est une mise en scène aussi d'une espèce de rigueur parce que Kamala Harris, elle a dit plein de trucs qui étaient faux. Elle a repris des mensonges très, très, très délétères et dangereux qui sont utilisés, instrumentalisés pour justifier un génocide qui n'ont pas du tout été fact-checkés. Puis ça me fait penser à toutes sortes d'histoires d'horreur que je vois circuler sur TikTok qui me semble aussi être converti en divertissement en ce moment, comme l'affaire Mazan. Puis ça devient un contenu true crime. Puis ça, le true crime, je m'excuse, mais c'est du divertissement, là, si vous en doutiez pas. Après, j'ai lu un tweet de Contrapointe, qui est une YouTubeuse que j'aime beaucoup, que je suis. Puis elle a écrit « No matter how powerful ». En fait, c'est que je pense qu'elle est en voyage, puis je sais pas quel pays en Europe elle visite, mais mettons que c'est genre... elle est à Versailles. Puis elle visite le palais de Versailles comme un musée. Puis là, elle a tweeté « No matter how powerful a king you are, your palace will eventually become Disneyland. Ouais, je sais pas, je trouvais ça comme fort, puis je voyais un lien avec cette idée de, finalement... De cercle, d'espèce de... Ouais, c'est, comme on dit, d'hyper-réalité, mais que tout est à la fois quelque chose et son contraire. Tu sais, c'est quelque chose qu'on devrait prendre comme avec grand sérieux, quelque chose qui est framé comme un moment télévisuel qui pourrait avoir un impact sur le futur de l'Amérique et par conséquent du monde entier. Finalement, c'est un épisode de télé-réalité, c'est un tapis rouge d'OD. Littéralement. Fait que ça, c'était la première actualité. La deuxième, c'est le député Yuri Chassin qui a quitté le caucus de la CAQ, puis ça revient un peu avec le résumé du paysage politique que j'avais fait il y a quelques épisodes, je pense qu'il y a 2 épisodes. C'est ce que j'ai dit quand la CAQ est arrivée au pouvoir, ils ont promis que c'était une coalition qui allait faire des coupures dans les fonctionnaires. Finalement, ils augmentent les fonctionnaires, mais qu'est-ce qui est intéressant avec le départ de Yuri Chassin, c'est qu'il cite le documentaire L'illusion tranquille de Joanne Marcotte, qui est disponible sur YouTube si vous voulez aller l'écouter, qui parle de la place de l'État, de la place du syndicalisme dans l'État québécois, du mythe, du modèle québécois. Puis je trouve tu m'as dit que c'était un documentaire de droite, un peu? C'est un documentaire de droite, okay. qui met de l'avant des voix des jeunes de droite qui disent qu'ils parlent justement du déficit générationnel, que les boomers vont aller à la retraite, les gens vont devoir payer pour leurs services de santé, il faudrait plus de privés en santé, il faudrait moins de syndicats, moins d'intervention de l'État. Puis c'est intéressant parce que ce documentaire est sponsorisé par Patrimoine Canada puis la SEDEC, là, juste mentionné. C'est issu d'un interventionnisme. Exact, c'est la contradiction totale, fait que c'est intéressant qu'il ait cité ça. Parce que j'avais déjà vu ce documentaire, mais là je l'ai réécouté, puis je comprenais pas pourquoi c'est comme une pièce obscure de la droite québécoise qui est comme ça, c'est notre presque texte fondateur, là, ce documentaire-là, c'est intéressant. Puis là, tu voulais aussi mentionner que t'es passé... oui, juste... à la télé. C'est-tu la télé? Non, juste... le web, j'ai fait le micromag d'Urbania, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais finalement, pour les gens qui savent pas, le micromag d'Urbania, c'est une espèce de magazine virtuel, mais là, il y avait du contenu vidéo dedans. J'étais avec Eugénie Lépine-Blondeau, Nathalie Petrovski et une autre personne que le nom m'échappe, désolé. Un journaliste du Devoir, puis qui était là parler genre de la rentrée télévisuelle, vraiment la télé. Puis en fait, moi, qu'est-ce que je voulais commenter par rapport à ça, c'est que j'ai vraiment l'air de quelqu'un qui connaît pas la télé-fiction québécoise, mais je pense que ça fait partie de ma critique de pas l'écouter. Puis devant Nathalie Petrovski, elle était un peu choquée que j'écoute pas toutes ces choses pour elle, qu'elle écoute chaque soir avec un horaire rigoureux, puis elle aimerait avoir une télé dans chaque pièce de sa maison. Puis honnêtement, Nathalie Petrovski était vraiment nice, mais c'était comme une espèce de clash idéologique. Puis je veux juste dire, je pense... Un clash générationnel ou... Même pas juste générationnel, c'était vraiment sur le fait que comme, hey, je vais pas... Si on écoutait un épisode d'Indéfendable, ça m'a pas donné le goût d'en écouter plus des épisodes d'Indéfendable. Ouais, on a fait un effort. Mais je veux dire, je dois dire qu'on a quand même, on consomme la télé québécoise, mais on doit faire des choix parce que l'offre est vraiment intense. Parce qu'il y a pas juste la télé québécoise. Puis les deux, on n'est pas tant dans la fiction. C'est des fois, on écoute de la fiction. Tu sais, ces temps-ci, moi, j'écoute pas tant de fiction. Fait que c'est des phases, je sais. Mais tu me dis que ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que Nathalie Petrovski semblait avoir une préférence envers la fiction comme si c'était une forme plus élevée d'art que, par exemple, la télé-réalité. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'elle était comme, pourquoi tu veux voir de...
parce qu'ils ont tellement coupé ça aussi, Urbania. La discussion, elle a duré longtemps, finalement. Il y a plein... Je trouve que le montage fait pas vraiment de sens. On peut pas vraiment suivre... Ça fait pas honneur à ce que vous êtes dit. Ouais, mettons. au propos. Mais nous, elle dit que c'est paresseux, la télé-réalité, qu'elle y voit rien d'intéressant, que c'est pas une histoire qui a pris le temps d'être construite, qu'il y a pas de valeur. Puis je suis pas d'accord avec ça. T'sais, on a parlé de ça pendant 20 minutes, il y a 15 secondes dans le micro-man. Moi, ça me fait penser souvent au débat qu'il y a en littérature où un genre littéraire va être valorisé plutôt qu'un autre, comme si c'était... justement, je sais pas, qu'il y avait des ressources intellectuelles supplémentaires qui étaient déployées quand on écrivait, par exemple, un roman versus un recueil de poésie ou genre, je sais pas quoi d'autre, ou par exemple, de l'autofiction, je sais pas. Puis même, tu sais, comme de la façon qu'elle semble t'avoir roasté, comme quoi tu ferais pas tes devoirs, puis comme tu consommes pas assez de télé québécoise, moi, je vis ça des fois dans le milieu littéraire où on me dit, ben voyons, Daphné, tu lis pas assez de livres québécois. Alors que, excusez-moi, mais j'ai passé genre... minimum 7 ans à l'université à lire des livres qu'on m'imposait, là. Puis j'en ai eu des cours de littérature québécoise, puis j'ai lu plus de littérature québécoise que la majeure partie du monde au Québec. Mais après ça, moi, je suis une praticienne, c'est-à-dire que j'écris j'écris des essais, whatever, mes livres, fait que je vais aller choisir mes livres, des livres qui vont nourrir ma pensée, puis j'ai pas le choix d'en choisir. De faire un travail de curation, un travail sélectif. Exact. Puis tu sais, je trouve ça vraiment drôle parce qu'il y a tellement on mousse tellement comme la production culturelle québécoise, mais vraiment, il y a des méchants angles morts là-dedans. Puis comme tantôt, je voyais comme, il y a un article qui est paru la semaine passée dans le New Yorker qui parle d'une écrivaine que moi, j'ai découvert il y a genre 10 ans, qui était publiée chez Métatron, qui est une maison d'édition montréalaise, qui a peut-être peu de monde connaissent, et pourtant, c'est une super maison d'édition. Puis elle avait publié un livre qui s'appelait An Indoor Kind of Girl. Puis là, après ça, c'est même pas une question de langue, parce que ce livre-là a été traduit chez les éditions de ta mère. La traduction s'appelle Fille d'intérieur. Je sais pas si... Parce que j'ai aucune idée si la traduction est bonne, mais on n'en parle pas de cette personne-là. Je suis sûre que si j'arrivais dans un cours de littérature puis que je demandais au prof dans un département littéraire « Connaissez-vous Frankie Barnett? » il me dirait probablement non. Et pourtant, c'est une Montréalaise, c'est quelqu'un qui travaille, qui vit à Montréal, et c'est une des figures littéraires fortes qui a été employée pour décrire l'article de New Yorker pour parler d'une espèce de forme littéraire, un courant littéraire qui s'inscrit dans le zeitgeist, donc adjacent par exemple aux scènes, on parlait de la podcast, de Alt Literature, Dime Square et Brat, donc toute l'espèce de tendance musicale hyperpop, puis elle est nommée avec 2 autres autrices. Fait que c'est comme un peu bizarre si, je veux dire, elle a une reconnaissance aussi grosse, institutionnelle dans les grands magazines, puis que finalement, toi, tu la connais pas, mais ça fait partie de la littérature québécoise, les amis. Fait que nous aussi, on pourrait leur dire, faites vos devoirs, ouvrez vos horizons aussi, là. Puis je pense que c'est important de consommer de la culture québécoise, mais aussi d'avoir une perspective extérieure. Exact. Prochaine nouvelle actualité numérique, on a Donald Trump, encore une fois, à son rallye. Attends, mais je veux juste préciser, on va mettre dans l'espèce de description de l'épisode. Ouais, on va mettre dans la description de l'épisode ton passage à Urbania pour que vous puissiez juger vous-même de tout ce qui s'est dit. C'est ça, Donald Trump dans un rallye hier ou avant-hier, ben vous avez pas la date, mais la fin de semaine du 14 septembre, a réuni les Nelk Boys, qui on avait parlé d'eux dans notre premier épisode même, en parlant du Internet. On va mettre un extrait. We need Trump back and we need him back bad. One more thing I know that's passionate about Governor Tim Walz. He put a 95% tax on Zyn. We gotta get that removed, President Trump! Et quand il les a réunis, comme vous entendez, un des points focaux qu'eux veulent appeler leur électorat, c'est que Tim Walz a mis une taxe de 95% sur les zines. Zine, on en a parlé plusieurs fois, faut s'en rappeler, parce qu'il y a un mot qui découle de ça, qui est le Zinternet. Zinternet, puis c'est ça, la personne qui a quote ce terme-là, c'est quoi, Max? Max Reed, qui est un journaliste important quand même aux États-Unis, qui fonctionne un peu en dehors du système médiatique. Avec son infolette, mais Max Reed, lui, même quand il a positionné le terme Internet, les Nelk Boys étaient des figures prééminentes, puis là, eux, c'était visiblement une bonne analyse parce que... Mais les Nelk Boys, là, c'est des youtubeurs canadiens. Okay. Qui viennent de Mississauga, en Ontario. Idéologiquement, plus de droite, mais c'est parce que leur contenu était apolitique. Le Zyn, c'est un produit de nicotine, c'est apparu dans les dernières années, ça vient un peu comme remplacer les vapes. Exact. C'est des petites
pochette. Je veux dire, la presse a couvert l'espèce d'introduction des zines au Canada. Là. C'est pas encore en vente libre à Montréal, mais il passe à côté d'un point important. Puis le point important, c'est que ça s'inscrit vraiment de façon idéologique dans la grind culture. C'est vendu comme un produit qui te permet d'être plus performant. Plus concentré, plus performant, plus... tu perds pas de temps à aller fumer des cigarettes parce que tu peux continuer à travailler en faisant une zine. Donc, un peu comme l'adéral. Exact. Que tu me dis que c'est assez populaire là, dans ces cercles-là. Ben, c'est ça aussi le comparatif que Tucker Carlson a fait justement quand il était... Tucker Carlson, ancien animateur de Fox News, quand il était à la podcast justement des Nelk Boys, qui disait que pour lui, la nicotine, c'était comme de l'adéral, ça le faisait plus se concentrer, ça le rendait plus vif, ça le réveillait. Oui, il y a c'est adjacent, là, le zine culture puis le grind culture, ça va main dans la main. Là. Donc bref, c'est ce qu'ils disent, c'est que c'est une raison de voter pour Trump. C'est la raison principale, la seule raison à évoquer. Fait que c'est pas notre drogue de grinder. Exact. Grinder, je voudrais trouver un autre mot, là, je sais pas. Ça commence à prendre l'espace dans la sphère politique, ce produit mainstream. de nicotine-là. Puis les zines, en fait, c'est juste le nom d'une marque qui est produite finalement par Philip Morris, grande entreprise, mais il y a d'autres produits qui ressemblent aux zines qui sont vendus sous d'autres noms. Sous d'autres bannières, puis en ce moment même aux États-Unis, il y a une pénurie de zines tellement c'est populaire. C'est quand on était au Nouveau-Brunswick qu'on a vu des produits qui étaient similaires, mais c'était pas zine. Exact. Ce que j'ai compris, c'est qu'à Montréal ou au Québec, mettons, t'as besoin de... C'est vendu comme un produit pour arrêter de fumer, donc c'est juste à travers la pharmacie, le pharmacien ou potentiellement le médecin que tu peux avoir ça, mais que c'est quand même possible d'aller en acheter un peu undercover dans certains commerces. Puis sinon, en dehors ou en Ontario, je pense que tu peux en acheter, ou quand on est allé en Acadie, ils en vendaient dans certains commerces. Ouais. À suivre la montée des zines. Ouais. C'est To be continued. Mon segment aujourd'hui, ça va être sur le film du YouTuber Inoxtag, un YouTuber français. Le film qui s'appelle Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest. Pour les gens qui connaissent pas Inoxtag, son vrai nom c'est Inès Benazouz, il a 22 ans. C'est un YouTuber français. Puis je dirais que oui, c'est pas le YouTuber avec le plus d'abonnés en France, mais vu son âge puis son impact, il est définitivement dans le top 3 des YouTubers français. Je dirais Squeezie, ben c'est plus le numéro 1 en abonnés. 22 ans? Il a 22 ans, ouais. OK. Donc... Mais tu sais, je veux dire, moi, en ce moment, je vois tout avec des lunettes très sombres, parce que je vais juste préciser pourquoi je pense que je vais vraiment pas bien. J'ai essayé d'arrêter mes antidépresseurs, puis c'était une mauvaise idée. Puis je l'ai pas tout regardé, le film, mais je voyais ça de façon très lugubre. Mais on dirait que là, savoir qu'il y a 22 ans, ça me réconcilie avec la vie. Mais continue, désolé. Non, mais c'est ça. Fait que je dirais, il est dans le top 3 des youtubeurs français, même si c'est pas lui qui a le plus d'abonnés, c'est par son impact pis sa présence. Fait que là, il a sorti un film qui s'appelle Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest. C'est un film de 2h30, ok? C'est quand même important. Il s'est fait connaître, Inès, ou Inoxtag, quand il avait comme 14-15 ans, quand le jeu Fortnite était à sa pleine ascension. Lui, il était ami avec un autre YouTuber qui s'appelle Michou. Puis les deux ont connu une ascension vraiment fulgurante. Puis les deux maintenant sont tout le temps mis en compétition sur qui a la meilleure carrière. Puis c'est un peu de ça que je veux parler c'est quoi le YouTube français en fait? Ouais, c'est quoi? Fait que c'est ça, il lance le documentaire Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest en salle, au cinéma partout en France, dans tout le monde francophone, en Suisse, en Belgique et même au Québec. Nous, on était au cinéma Beaubien pour la première du film de l'ONF Cohabiter, que j'ai modéré la première. Puis là-bas, il y avait une projection, c'était une des seules à Montréal, du film. C'est vraiment un bon film, Cohabiter, by the way. J'ai adoré, ça a été tourné pendant la pandémie. C'est vraiment un bon film qui explore la crise de logement justement à travers les entrevues qu'on fait pour trouver des colocs. Puis ces entrevues-là ont été filmées par Halima El Khattabi, puis ils sont vraiment un bon film, je vous le recommande. Il est au cinéma tout le mois de septembre, puis il va être sur le site de l'ONF plus tard en octobre. C'est ça, donc il lance le film au cinéma pour une journée, ensuite il va le mettre sur YouTube. Mais c'est vraiment un événement, c'est du event movie going, c'est ça qu'on parlait entre nous. Je pense pas qu'on en a parlé dans la podcast. Oui, on en a parlé, mais entre nous, juste nous. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est que je sais pas si là, on a bien précisé la patente, mais dans le fond, on était au cinéma pour la première de Cohabiter, puis tout de suite après la séance, il y avait ce film-là qui était présenté, puis les gens au cinéma Beaubien, ils t'ont dit que c'était sold out. C'est ça, ça a sold out en quelques minutes, et c'était des adolescents qui étaient là pour le voir. La longue file, on pouvait la voir en sortant du cinéma. Les projections étaient limitées à Montréal, ça a pris du temps aussi avant qu'ils les annoncent au Québec, parce que je pense qu'au début, ils n'avaient pas prévu l'ampleur que ça allait prendre. Il a finalement vendu juste sur le territoire domestique français 200 000 billets, ce qui est déjà des millions d'euros. Mais c'est un film
événement parce que... C'est un film événement parce que c'est juste une journée qui c'est en ligne. Après, ça va directement sur YouTube. Fait que le YouTube français, c'est intéressant parce que, dû à la grosseur de l'industrie, il s'est professionnalisé bien plus rapidement que comme le YouTube québécois qui peut pas vraiment se professionnaliser comme ça. Le YouTube FR, comme ça qu'il s'appelle, c'est très exigeant envers ses YouTubers. Il existe un gros méta-discours dans le monde du YouTube français sur c'est qui le meilleur YouTuber, qui a les meilleures propositions. C'est vraiment quelque chose ancré dans la culture de l'Internet français, sur Twitter, dans les commentaires sur TikTok, de comparer puis de voir qui va amener le média de YouTube à un autre niveau. Ça fait partie du discours des fans. C'est vraiment une culture qui est active. Pourquoi il y a pas ça au Québec? Parce qu'on a, je sais pas, je trouve que c'est très français, eux. Puis avec leurs rappeurs aussi, ils sont comme ça, ils comparent les stats. Ils ont des pages dédiées à analyser les stats de différents rappeurs, de différents YouTubers. Si tu veux suivre le YouTube français, il faut que tu le suives à travers cette lancée-là de qui a la meilleure proposition, qui va monter, qui va faire le plus gros vidéo, qui va... Mais ça s'inspire directement peut-être du YouTube américain où t'as des personnages comme MrBeast qui sont vraiment dans les statistiques. Exact, c'est ça, on va parler de MrBeast plus tard, mais c'est pas de stress. Puis, mais intéressant, mais je sais déjà que, tu sais, comme veux pas, quand t'es un créateur de contenu, mettons, t'as quand même une relation avec les statistiques. Exact, mais toi, c'est... tu m'as inculqué ça. Moi, pas tant. Il existe vraiment un climat de compétition entre les créateurs. C'est pas adressé directement par les YouTubers, mais les fanbases respectives de ces derniers vont toujours alimenter ce discours. Tu vas toujours voir des débats sur qui est le meilleur, qui a eu le plus d'ambition, puis c'est ça, en fait, qui amène à ce film-là. C'est pas comme une espèce de projet personnel de dépassement, c'est qui va faire la meilleure proposition sur YouTube. Ce climat fait en sorte que depuis quelques années, genre, sur le YouTube français, ça ressemble, en fait, de plus en plus à la télévision. Les YouTubers ont des émissions, comme Squeezie avec l'imposteur. C'est quoi l'imposteur? C'est un espèce de concept qui ramène récurremment où est-ce qu'il va faire, on a 5 chefs cuisiniers, mais il y en a un vraiment que c'est un chef, les autres font assemblant d'être des chefs cuisiniers. Faut que tu trouves c'est qui l'imposteur, tu comprends? Ou c'est le contraire. J'écoute pas Squeezie comme ça, mais c'est un peu ça le gist of it. C'est style télé-réalité. Style game show. Avec encore une fois, le style de production, ça va être produit par des caméras de télévision sur des rigs, c'est des studios de production, ou sinon les vlogs d'août de Lena Situation, c'est comme une espèce de style. Lena Situation, c'est la YouTubeuse. Moi, je connais zéro YouTube FR, mais je sais qu'elle est allée au Met Gala pour la deuxième fois cette année. C'est quand même quelque chose d'être invitée. Elle a fait une podcast avec Anna Wintour, avec Billie Eilish, sa podcast, mais les vlogs d'août, c'est ses vlogs qu'elle fait pendant le mois d'août, mais avec ça, tu peux suivre quand même la progression de ce média-là, parce que cette année, il y a un gros générique comme à la télé, animé, il y a une structure, si les caméras sont meilleures, ça paraît même peut-être scripté, tu sais, c'est comme, ok. Elle a une équipe, basically. C'est ça, c'est plus des vlogs qu'elle fait avec son iPhone comme il y a 4 ans, c'est devenu une émission. Les productions de vidéos sont toutes conceptuelles des plus gros YouTubers français. Le niveau de production est le même qu'à la télé. Un des meilleurs exemples de ça, c'est le streamer français Amine Motsué, qui a fait un match de soccer qui s'appelait le Eleven All-Star. Il a organisé ça, c'est entre des YouTubers français et des YouTubers espagnols. Pour la production audiovisuelle de ce match, il a littéralement engagé l'équipe de tournage de Canal+, qui fait les matchs de la Ligue des Champions. Mais comment ils font pour financer ces productions-là? Parce que vu que, de un, ce match-là était sponsorisé par Adidas, vu qu'ils ont des grosses audiences dans les millions, ils ont plus d'audience que nous. Ben oui, ils sont 70 millions en France. Nous, on est losers par défaut. Exact, mais eux aussi, c'est une force coloniale. C'est une force coloniale, en fait, parce que eux, leur bassin, c'est pas juste la France, c'est toute la francophonie, toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique francophone. C'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui parlent français sur la planète, puis vu que c'est les dominants culturellement, c'est eux qui attirent plus ces audiences-là. Tu disais que même les jeunes au Québec, tu sais, genre, je sais pas quel âge, 12-13 ans, ils connaissent tous les YouTubeurs français. Exact. Puis ils vont même parler, un article dans la presse qui est paru sur les Français qui parlent le français YouTube. Ça veut dire qu'ils vont franciser leur accent comme ils vont dire wesh, ro, c'est une tuerie. YouTube FR. Ouais, ça vient c'est tout par ces YouTubeurs-là qui ont pris ce langage-là. Il y a aussi la proposition la plus populaire de tout le YouTube français de Squeezie, qui était le premier YouTuber de France. Il s'est fait dépasser par quelqu'un d'autre, Thibaut InShape, mais avant, lui, c'était comme le YouTuber qui a tout le temps eu le plus de subscribers. Quel âge, ce gars-là? Squeezie, il début trentaine, là. C'est comme si, mais lui, il fait YouTube, ça fait 15 ans. C'est pas comme Inox. Inox, il a commencé à... C'est un OG, là. Ouais, exact. Lui qui fait le GP Explorer, qui est littéralement une course de Formule 4 entre YouTubers, qui est filmée puis diffusée sur Twitch, qui est suivie par des millions de gens. Ça fait 2 années qu'il fait ça. C'est une course de véhicules motorisés. Squeezie qui fait ça. Puis c'est, encore une fois, c'est produit comme une émission de télévision.
Fait qu'on voit vraiment, même au YouTube américain, ils font pas ça. C'est de quoi de propre au YouTube français. De faire, puis je pense que ça, c'est alimenté justement par la relation qu'il y a entre le public, le commentariat, puis ces YouTubers-là. Parce qu'après, on va faire, regarde, Squeezie, c'est le meilleur YouTuber de France, puis tu sais quoi aussi? Le YouTube français, c'est le meilleur au monde. C'est ça que les fans de YouTube essayent de prouver. C'est non seulement qu'ils ont les meilleurs YouTubers, mais comparé à YouTube au Royaume-Uni, YouTube aux États-Unis, YouTube espagnol. Puis c'est pour ça qu'ils ont fait un match juste... Mais ça devient véritablement une forme de... comme une nouvelle ambassade pour la France. Exactement. Tu sais, ça implique des relations internationales, un rayonnement à l'international. Exact. Est-ce que la France donne de l'argent aux créateurs de contenu? Ça dépend. Il y a quelques YouTubers qui ont des ententes avec des gros conglomérats médiatiques comme Hugo Décrypte qui a travaillé avec France 2, mais je sais pas si à quel point... Pas Hugo Décrypte, là, mais vraiment plus une structure interventionniste. De financement, je sais pas. Faudrait faire des recherches. Il y a aussi la communauté des fans de YouTube français ont la volonté d'être la meilleure communauté au monde, comme je disais, que leurs YouTubers produisent le meilleur contenu. Un des meilleurs exemples de ça, c'est avec Our Place sur Reddit, donc la guerre de pixels qu'il y a eu pendant 2 années de suite sur Reddit, qui... Ça, c'est pas... Je pense pas que c'est comme quelque chose que les gens connaissent. C'était Mounir, il avait été interviewé à Infoman pour en parler. Mais c'est ça, Rplay, c'était une espèce de subreddit sur Reddit où est-ce que tous les utilisateurs pouvaient poser un pixel à chaque 5 minutes, puis à travers l'organisation des communautés en ligne, le but c'est de créer de l'art. Mais c'est ça que je veux parler en fait, c'est que à sa 2e édition, parce que la première c'était en 2017, la deuxième c'était en 2022, le monde de la création de contenu avait vraiment évolué, donc là des streamers, des youtubeurs s'étaient impliqués là-dedans pour mobiliser leur communauté, puis c'est devenu quelque chose qu'on appelle la guerre de pixels en fait. Pourquoi qu'on a commencé à appeler ça la guerre de pixels? Avant, ça s'appelait juste Our Place. C'était pas une guerre de pixels. En fait, contrairement à la première guerre de pixels, le but la deuxième fois, c'était pas de créer de l'art, mais c'était de bien représenter son pays. En fait, c'était les Français qui ont pris ça très au sérieux. Il y avait un aspect... La 2e édition. À la 2e édition. Mais toi, t'as participé à quelle édition? À la 2e aussi. Puis t'as réussi à quand même tracer un drapeau québécois? Mais c'est pas juste moi, ça c'est moi. Poutine? Ça c'est pas moi qui ai fait ça, c'est toute la communauté. Laval? J'ai fait ça, c'est moi qui l'ai fait. Un L pour Laval? Ouais. Toutes sortes de choses, c'était vraiment des fédérateurs. Mais exact, mais c'est que à la 2e édition, ça a pris une tangente nationaliste. Puis c'est eux qui ont commencé à appeler ça la guerre de pixels. Puis après, pour la 3e édition, Reddit a récupéré le nom. Mais c'est la communauté de fans Twitch français qui appelait ça une guerre. Il y avait un aspect nationaliste, un aspect de conquérance, de montrer à quel point la France s'inscrivait. On a les meilleurs créateurs de contenu qui ont les communautés les plus mobilisées. Puis c'est vraiment, ça c'est propre au YouTube français, genre. C'est pas, il y a aucune autre communauté sur YouTube que je connais en fait en Occident qui est comme ça par rapport à sa communauté YouTube. Puis c'est ça. Donc là, ça nous ramène à Inoxtag puis son film. Pour en faire une petite critique, ok, du film d'Inoxtag de 2h30 de lui qui gravit l'Everest en 1 an. La grosse partie de la discussion, c'est que les gens disent que c'est pas un documentaire, c'est un vlog glorifié, un glorified vlog. Puis je comprends, il y a un peu un point parce que ce documentaire se consomme vraiment mieux comme une vidéo YouTube. Je pense pas que j'aurais toléré regarder ça au cinéma. Il y a pas vraiment d'évolution ou de propos. Et la morale que Inox veut mettre dans ce film, il a dit dès le début puis il la répète à la fin. On n'assiste pas à une histoire, on n'assiste pas à un développement personnel. Il n'y a pas de progression narrative. Il y a aucune progression narrative. C'est comme la morale, c'est lâchez vos selles, allez dehors, donnez-vous des objectifs, mais lâchez votre selle juste après avoir checké mon film de 2h40, s'il vous plaît, où est-ce qu'il y a beaucoup de publicité dedans. Mais tu vois, c'est comme une contradiction dont, tu sais, ça revient à ce que je disais au début de l'émission. Tout est une chose et son contraire à la fois, là. Exact. Il dit « go touch grass », mais en même temps, ce qu'il nous dit, c'est « écoute-moi sur YouTube ». Donc, c'est quoi? Là? Puis après ça aussi, le message, c'est toi aussi, tu peux... Tu sais, souvent, les YouTubeurs, les influenceurs, les créateurs de contenu, ils ont quand même implicitement un message qui est aspirationnel, que si tu veux, toi aussi, tu peux, que toi aussi, tu pourrais devenir cette personne-là qui fait des voyages, blablabla. Exact. Si tu te focuses puis tu travailles fort. Mais tu sais, moi, c'est l'aspect de rendre ça inspirant ou peu importe, comme « Ah, moi, je me suis mis un rêve puis je l'ai atteint », aurait pu être transmis. J'ai pas de mal à transmettre ça, mais il aurait fallu plus de lucidité et puis plus d'humilité dans il y a 22 ans. C'est exact, c'est qu'il y a 22 ans. Ça répare un peu ma blessure, là, parce qu'on s'entend on en a parlé ensemble, mais gravir l'Everest, c'est comme le pinacle du consumérisme puis de l'individualisme contemporain.
Tu sais, on le sait tous, c'est hyper pollué. Ça coûte une fortune faire ça. Après ça, t'arrives là, c'est plein de millionnaires ou de riches en haut de la montagne. C'est ça, puis il y a quelques... C'est des fils de gens, puis là, t'enjambes des corps de monde à moitié mort. C'est dégueulasse. Exact. Il y a quelques lignes sur la situation précaire de la population népalaise dans le film qui dépendent du tourisme de l'Everest pour vivre et qui, par cette dépendance, acceptent la pollution de leur montagne. Ils ont pas le choix. Exact. Puis lui, dans le documentaire, il se positionne même comme étant meilleur. En fait, c'est ça le propos qu'il y a. C'est que moi, je pollue pas. Nous, on ramasse, on m'a appris à ramasser. Moi, je pollue pas. Regarde la pollution des autres. Ça, il y a ce positionnement-là. Puis sur les fils ou le trafic, lui, il dit, les gens qui font des fils ou du trafic, c'est parce qu'ils sont pas assez entraînés. C'est des vieux bonhommes qui veulent, ils ont le rêve de gravir l'Everest, mais ils sont pas prêts à le faire. Moi, ça fait 1 an que je m'entraîne sans arrêt, que j'ai fait tous les tests médicaux, parce que c'est ça qu'on voit aussi dans le documentaire, c'est son entraînement, son 1 an pour gravir l'Everest. C'est pas mal ça, le propos de Inox sur la situation de la montagne. Puis là, c'est ça, il y a plusieurs choses intéressantes à dire sur ce film. Une chose, c'est ça que je veux me remettre en lien avec ce que j'ai dit au début, c'est que Inox Tag a dit lui-même dans un stream que la grande majorité des services de streaming l'ont approché pour avoir ce film quand ils l'ont annoncé. Netflix, Prime, peu importe, Disney l'ont approché. Il a dit qu'il a tout refusé car il voulait que le film soit sur YouTube. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que il veut que ce soit sur YouTube pour s'inscrire dans le one-upping de YouTuber. Si la vidéo était sur Netflix, ce serait pas le moment de la commu YouTube. Regarde comment mon YouTuber, c'est le meilleur. C'est ça qu'il cherche à prouver. Je connais le psyche du YouTube français. C'est ça. On voit déjà le discours. Mais c'est que le YouTube, c'est le battleground. C'est l'arène. Fait que si tu veux vraiment te battre, c'est sur YouTube que ça se passe. Exact, c'est ça. Moi, je pense pour ça qu'il a refusé le streaming. Ben, c'est sûr qu'ils ont offert des sommes intéressantes. C'est sûr que si le film avait été produit par Netflix, c'est quoi? Il aurait été meilleur, honnêtement. Parce que lui, il est pas habitué de produire des films, t'es habitué de produire des vlogs. Tu sais, dans le film, il y a plusieurs scènes qui sont des scènes d'entraînement, des montages, mais qui visiblement ont été tournées à l'extérieur du processus de tournage de ce documentaire pour plugger son gros annonceur qui est Nike. Ils ont l'air d'être filmés par le studio de Nike. Ça concorde pas du tout avec l'esthétique du film. Les caméras sont différentes, le montage est différent. C'est pour ça que les gens qui appellent ça un vlog sur Twitter puis les films critiques sur YouTube, peu importe, genre je comprends l'idée là. Ça paraît pas comme une pièce de contenu du début à la fin qui est comme un documentaire. C'est très vidéo YouTube. Mais c'est ça, il y aurait pas eu la même place dans la discussion ce film s'il était pas sur YouTube, s'il était sur Netflix. Puis je pense que c'est propre justement ça à la communauté de YouTube français. C'est intéressant aussi que toutes les références d'Inox dans ce documentaire viennent du monde du manga. Kaizen, le titre du film qui veut dire s'améliorer de jour en jour, petit peu par petit peu, porte toujours avec lui le chapeau de paille, qui est un chapeau de paille du protagoniste de One Piece qui s'appelle Luffy. Il gravit l'Everest avec un chapeau de paille. Ouais, à la fin, il le met quand il l'a accroché sur le dos, puis il gravit quand il arrive au sommet. Il met le chapeau de paille d'un personnage du animé qui est comme l'espèce de texte sacré des fans d'animé de cette génération-là. One Piece, c'est c'est l'Odyssée pour eux, là. C'est une série de mangas où il y a 1500 épisodes. Si t'as écouté One Piece, c'est vraiment un phénomène culturel. One Piece qui est presque, c'est ça, j'ai écrit presque un texte sacré pour les fans d'animé. C'est une histoire qui... C'est comme l'Odyssée d'Homère. Exact. Ces histoires-là sont toutes construites autour d'un héros qu'on rencontre jeune, avant qu'il devienne un héros, et on le voit vieillir et prendre la maturité pour finalement accomplir sa destinée. Ben ça, c'est un trope littéraire, là. Attends 2 secondes. En allemand, c'est un Bildungsroman, mais en français, c'est un roman d'apprentissage, un roman de formation ou un roman d'éducation. Puis c'est vraiment ça, c'est les romans d'apprentissage, ben là je lis sur Wikipédia, là, ils ont pour thème le cheminement d'un héros souvent jeune qui atteint progressivement l'idéal de l'homme accompli et cultivé en faisant l'expérience de grands événements de l'existence. Exact, littéralement, ouais. Fait que lui, il essaye peut-être de vivre son exact, c'est ça, mais c'est pour ça, roman d'apprentissage. C'est pour ça qu'il traîne le chapeau de Luffy, parce que Luffy dans One Piece, ça commence par être un jeune homme qui est comme adjacent à sa famille ou peu importe, qui sont des pirates, puis les pirates ils veulent prendre le contrôle de l'Empire qui est contrôlé par un gouvernement fasciste qui met en place un régime violent, puis lui il veut le libérer, mais au début c'est un enfant, puis là il veut c'est quand ça finit, et c'est comme il libère finalement. Je sais même pas si c'est fini One Piece. J'écoute pas One Piece, pas vous mentir. Faudrait que je l'écoute, mais si je voulais être in on... Mais c'est-tu une production médiatique qui est somme toute récente? C'est contemporain, c'est pas vieux, mais ça a commencé il y a longtemps. Comme je te dis, il y a 1500 épisodes. D'abord, c'est un livre, je pense. Ouais, tout ça a commencé en 97. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que pendant la pandémie,
One Piece a été mis sur Netflix. Fait que là, ça l'a démocratisé pour tout le monde. C'est un phénomène culturel, là. Puis c'est pour ça que je le dis aussi. Je pense réellement que c'était cet état d'esprit qui a créé le sentiment chez Inox. Puis c'est intéressant parce que les animés sont une pièce essentielle de l'imaginaire collectif d'un grand pan de la jeunesse. Puis je voulais juste le mentionner parce que c'est pas mentionné dans nos médias. C'est si vous voulez relate culturellement avec cette génération, faut porter un contenu sur les animés, sur les mangas. Mais là, il va falloir qu'on consomme du contenu pour enfants. On a plongé notre orteil là, dans Roblox. Mais d'ailleurs, je voulais dire que j'ai dit à tout le monde que mon article sur Roblox allait sortir, puis finalement, il a été repoussé parce qu'on m'a demandé de couvrir un autre sujet qui était plus... d'actualité. Etc. Ok, fait que ça, c'est pour l'aspect animé de la chose. Aussi, qu'est-ce qui est important avec ce documentaire qui est au cinéma, c'est au cinéma, le runtime était 2h40, puis sur YouTube, il est presque 2h30. Le fait que le YouTube français est dans cette compétition constante pour faire mieux les uns que les autres a accéléré un phénomène qui se passe en ce moment aux États-Unis, c'est la dé-MrBeastification de YouTube. MrBeast qui est... Exact, c'est ça. Au Pour top comprendre c'est quoi la dé-MrBeastification, faut comprendre de un, c'est quoi la MrBeastification. Donc MrBeast, Jimmy Donaldson est le YouTuber le plus suivi aux États-Unis. Mais moi, j'ai écrit un article dans la presse sur lui. Mon premier article ever, je pense. Donc, c'est ça. Il faut d'abord aborder le YouTuber MrBeast. Il a connu un succès incroyable parce qu'il a transformé YouTube en science, qui s'optimise à travers une étude obsessive des statistiques que YouTube nous donne sur nos vidéos. En comprenant que sur YouTube, il y a plusieurs aspects à pourquoi une vidéo fonctionne. Au début, on focusait sur les titres, les miniatures, mais le pourcentage de gens qui cliquent sur ta vidéo, c'est pas la chose la plus importante dans l'algorithme. YouTube récompense les vidéos qui font passer le plus de temps aux utilisateurs sur le site. Ça, c'est la métrique de base. Combien de temps tu passes, combien de pourcentage de ta vidéo les gens regardent. OK. C'est ça qui va faire en sorte que YouTube va être plus enclin à partager ta vidéo. Donc, l'algorithme va te recommander. Ça s'appelle la rétention, en fait. C'est ça la métrique principale des YouTubers. Ouais. Mais avant, c'était pas ça, puis c'est MrBeast qui a rendu ça la métrique principale, parce qu'il a compris que c'était ça que YouTube. Fait que si ta vidéo elle a plus que 70% de rétention, elle va être favorisée dans l'algorithme. Là, cette découverte-là, ça a fait en sorte que MrBeast a créé un format de vidéo qui commence fort et qui coupe toutes les longueurs. Il y a des coupures, il y a tout le temps des coupures, il y a aucun temps de repos du début à la fin de vidéo, puis la vidéo elle dure moins que 20 minutes. Ce format a connu tellement de succès qu'il a été copié partout dans le monde. Le YouTube français a connu aussi cette vague de contenu MrBeastifié, mais c'est passé rapidement parce que les audiences ont rapidement dit qu'ils aimaient pas ça. Puis c'était pas ça qu'ils valorisaient. Ils trouvaient ça lazy. Puis ça a fait en sorte que même avant ce documentaire de 2h40, les propositions des YouTubers en France étaient de 1 heure, de 1h30, de 45 minutes. Même Squeezie, ses vidéos, c'est souvent 1 heure. Puis je pense que tout ça, ça culmine avec un film de 2h30. Ça montre comment un écosystème YouTube peut bouger à l'extérieur du YouTube at large. Le YouTube français, c'est comme cette chose spécifique qui bouge selon ses propres règles, puis avec son audience qui a ses propres demande. Même MrBeast a lui-même dit l'année dernière que c'était pas la bonne chose qu'est-ce qu'il avait fait avec le YouTube, puis il arrêtait l'optimisation, puis lui aussi allait commencer à faire des vidéos plus longues, puis on peut le voir dans ses nouvelles propositions. Fait c'est juste... Pourquoi il a dit que c'était pas la bonne chose? Ça développait du contenu vide, il y avait aucune exploration des personnages qu'on mettait dans ses vidéos. Il y avait pas... il voulait comme créer des vidéos qui étaient plus riches en contenu. Mais moi, je trouve ça intéressant dans la mesure où le lien parasocial, tu sais, tu peux regarder 10 vidéos de MrBeast. Moi, je sais toujours pas c'est qui MrBeast. On sent pas qu'on a atteint un degré où on peut se considérer comme des proches, des amis. Il y a pas d'intimité qui est mise en scène. Fait que peut-être que ça, au final, ou sur le long terme, ça joue en sa défaveur. Parce que qu'est-ce que tu veux quand tu développes une communauté, c'est d'avoir un lien parasocial. Exact. Fait que c'est ça, j'ai fini. Ah, intéressant. OK. Hey, j'ai comme un bouton, on dirait que je veux aller me péter. Ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est un peu comme le retour du discours sur le maquillage. C'est sûr que, tu sais, j'ai écrit un livre maquillé qui s'intéresse quand même pas mal à comment le maquillage existe dans la culture web dans les années tu sais juste avant 2020 là, fin 2010. Je trouve qu'il y a un retour dans le zeitgeist, on recommence à en parler, notamment parce qu'on est en train de revenir sur des événements qui ont marqué la fin de 2010 sur le YouTube de la beauty community. Fait que la communauté beauté, c'est comme si on avait eu la distance nécessaire pour reconnaître l'importance historique de ces sagas, de ces moments. Puis il y a un podcasteur que je suis, que j'aime bien, qui s'appelle Matt Bernstein. Son podcast s'appelle A Bit Fruity. Il a même mis en ligne une série en 3 ou en 4 parties sur son Patreon qui revient sur des événements. Ça s'appelle Bye Sister.
Gummies, God and Gucci. Bye Sister, je pense, c'est en 2018. Ça l'implique plusieurs personnes de la communauté beauté, notamment James Charles, qui est la première personnalité publique à être un visage, je pense, de Revlon ou Maybelline, en tout cas qui est un homme. C'était pas CoverGirl? Ouais, peut-être. C'était le premier gars à être CoverGirl. Ça se peut, il était super jeune, il était très populaire. Puis après ça, t'avais Tati Westbrook, qui est une beauty guru, donc une gourou de la beauté, qui est plus vieille, peut-être que dans la quarantaine, qui avait pas nécessairement le même public, mais ça l'implique elle. Et aussi Jeffree Star, qui est un scenester, je dirais, qui était comme populaire dans le temps de MySpace. Il a à peu près mon âge. Sa propre marque de maquillage. Dans le fond, Bye Sister, qu'est-ce qui est arrivé? C'est Tati Westbrook qui a fait une vidéo pour dire que James Charles il l'avait trahi, mais tu sais, ça c'était le subtexte qu'on a découvert après, mais dans la vidéo initiale, elle parlait de à quel point James Charles était un prédateur envers les hommes straight. Un prédateur sexuel, alors qu'à l'époque, il n'avait jamais eu de relation sexuelle. En tout cas, c'est une grosse affaire, puis il y a plusieurs étapes. Il y a comme un épisode ou un chapitre de cette saga-là qui est la création d'une palette de maquillage, de fard à paupières qui s'appelle la Conspiracy Palette, donc la palette conspiration. Puis là, ça l'impliquait plein de gens. Shane Dawson, qui est un autre YouTuber américain. En tout cas, c'est vraiment complexe, mais c'est en partie des événements comme la création de cette palette-là que j'avais abordé, moi, dans mon livre maquillé. Fait que c'est sûr que ça m'intéresse, puis que je trouve ça cool que finalement, avec le recul, on se rend compte que oui, ça a eu un impact, puis ça voulait dire des choses culturellement à ce moment-là. Là, c'est comme si on avait un regard historique, tu sais. Exact. Parce que aussi, qu'est-ce qui est important à mettre en contexte, c'est que là, on parle de ça, mais ça, c'est des événements qui, en direct, à ce moment-là, étaient suivis par des millions de gens. Exact. Puis ça a été des moments qui ont percé le mainstream, c'est-à-dire qui ont été couverts dans les grands journaux. Puis c'était comme la première fois qu'une saga entre des influenceurs pénètre l'espace médiatique plus traditionnel. Ouais. Donc, c'est ça. Il y a ça qui arrive. En même temps, il y a comme des relaunchs de produits de maquillage iconique comme la Naked Palette de Urban Decay qui est sortie au début des années 2010. Vraiment un moment où le maquillage est rentré dans le zeitgeist numérique, où les gens se sont mis à faire des tutos, à se maquiller, à développer une expertise aussi en maquillage. Fait que c'est ça, on est déjà rendu à l'heure de la nostalgie. L'affaire, c'est qu'il y a eu une saturation, en fait. Il y a eu trop de maquillage, trop de contenu sur le maquillage. Puis les gens se sont comme lassés. Il y avait trop de produits aussi. Puis il y a eu la COVID. Fait que là, les gens se maquillaient plus parce que tout le monde restait chez eux, on mettait des masques. Ça a shifté aussi le discours. Le point focal, c'était sur le self-care, les soins du visage, les rituels beauté. On a pris aussi un tournant plus scientifique, plus clinique, comme je t'ai expliqué. Il y a des marques comme la marque canadienne The Ordinary qui était rendue vraiment populaire. Puis leurs produits, ça ressemble à comme des fioles de laboratoire où tu sais, t'as l'impression d'aller... Puis les noms des produits, c'est comme des molécules, des protéines, asatamino, choses. C'est ça. Fait que les gens, ils ont développé aussi cette expertise-là. Ils ont compris non seulement, ils comprenaient les noms des actifs dans leurs produits, mais ils savaient exactement qu'est-ce que cet actif-là faisait. Aujourd'hui, tu dis acide hyaluronique ou niamicide ou acide glycolique. Les gens savent. En tout cas, moi, je sais exactement c'est quoi puis qu'est-ce que ça fait. Mais il y a 10 ans, je pense pas que c'était des connaissances générales que les gens s'échangeaient. Fait que bref, c'est ça, il y a eu cette phase-là pendant la pandémie. Et là, je pense que le make-up revient parce que il redevient une lunette à travers laquelle on peut lire le monde. La minute que je me suis dit, tu sais, le maquillage revient à l'ordre du jour, c'est à cause d'un défilé de mode qui s'est passé un peu plus tôt cette année, le défilé de Margiela, où les maquillages avaient été faits par Pat McGrath, qui est une grande maquilleuse américaine qui a sa propre marque aussi. Et là, durant le défilé, ce sont vraiment ces maquillages-là, ça l'a fait parler, tout le monde a essayé de le reproduire parce que les mannequins avaient une peau littéralement de porcelaine, très très blanche, là, micro-sourcils. C'est vraiment comme un masque. Puis qu'est-ce qui arrivait, c'est que la peau, littéralement comme la porcelaine, était vitrifiée. Exact. Les gens se demandaient comment elle a réussi à faire cet effet-là. C'est ça, on aurait dit qu'il y avait un peel-on masque dessus. Je pense que c'est ça qu'elle a utilisé d'ailleurs pour faire l'effet, parce qu'après ça, elle a révélé son secret, mais avant qu'elle révèle son secret, elle a laissé les gens parler.
Puis là, t'allais sur TikTok, t'avais toutes les maquilleuses qui essayaient, tu sais, qui essayaient de recréer le look. Puis moi, je pense qu'elle allait utiliser tel produit. Puis là, non, c'est tel autre produit, etc., etc. Ça, c'est intéressant parce que dans le fond, j'ai vu le discours sur le maquillage en ligne s'essouffler et le discours sur la mode gagner du terrain. Où là, il y avait vraiment un discours critique. J'en ai parlé dans la presse théorique sur la mode. Puis là, c'est comme si les deux étaient en train de s'allier finalement. Qu'est-ce qui est quand même naturel comme merge, là, les deux vont main dans la main. Ben oui et non. C'était pas une évidence, justement, quand tu perçois le maquillage comme quelque chose de clinique, de médical, quand tu perçois le maquillage comme quelque chose qui est lié au self-care ou à un processus d'embellissement, ça ne va pas de soi. Mais la mode, c'est vraiment, en ce moment, considéré comme un théâtre, une mise en scène, un discours, un message. C'est comme ça qu'on l'analyse, là. Tu sais, il y a des TikTokers comme Lias qui vont vraiment mettre en récit les défilés, qui vont essayer d'aller voir les références historiques, le message du designer. It's so easy to see the darkness in America. This dark angel proves it. But as the Willy Chavaria show opened with this song, I understood what Willy meant. He was offering his community an opportunity to see the light again in their own house. But in America, work is a crucial part of any immigrant's life. Willy knows it, and on this shirt, he even proves it by calling his own brand Willy Fashion Services. But even if your work can dictate the way you dress, he reinterprets the working class uniform, starting with the shirt by giving it extra c'est perçu padding vraiment on the comme une shoulder. façon de s'exprimer, comme de self-expression. Le maquillage est redevenu un moyen de s'exprimer, d'exprimer des idées. C'est de là où je veux aller, comme... Puis c'est là que ça devient intéressant. Ce défilé-là a fait beaucoup parler. Tu sais, c'est des maquillages qui font penser presque à des Pierrots. Des espèces de clowns tristes-là qui ont tout le visage blanc, mais qui portent pas de masque. Un maquillage, par exemple, qui va pas nécessairement essayer de plaire au male gaze. Puis souvent, ben là, on a vu beaucoup de sourcils bleachés. C'est l'idée d'effacer tes sourcils. Tu les effaces comment? Ben dans le milieu du drag, ça prend de la colle. Prendre des bâtons de colle, puis là, tu vas les recouvrir de colle, après ça de fond de teint, de poudre, puis tu vas aller les redessiner. C'est un maquillage qui est pas sublimateur, comme je le disais, mais vraiment transformateur. Tu deviens un personnage, tu deviens quelqu'un d'autre. Ça signale la performance. Là, je vais juste revenir à l'idée du Pierrot, parce que dans l'œil postmoderne, il apparaît comme un genre de clown triste, ce Pierrot-là. Clown triste qui est pas cynique nécessairement, mais il y a quand même une conscience du monde qui est présent dans son personnage. C'est pas naïf. Il sait que en ce moment qu'il y a des gens qui se font tuer, il y a un génocide en cours, que c'est financé par nos taxes. Fait que c'est pas un personnage qui est naïf, mais c'est un personnage qui décide, un peu comme dans le message de l'hyperpop, de suspendre temporairement sa conscience du monde, de ces choses-là, pour faire le party. C'est à ces moments-là qu'on se maquille, qu'on devient une autre personne, puis qu'on oublie qu'il y a des gens qui s'immolent, que ça fait 5 personnes qui s'immolent aux États-Unis, par exemple, pour protester contre le génocide. On oublie aussi les tueries en milieu scolaire qui ont lieu presque chaque jour aux États-Unis. Donc, tout ça, on accepte de le mettre de côté temporairement. Chappell Roan, dans son cas, le maquillage, c'est vraiment un outil de transformation. Donc, cette star de la pop qui a vécu quand même une ascension rocambolesque dans les 6 derniers mois, fulgurante, qui a gagné artiste de l'année ou nouvelle découverte de l'année au VMAs. Chappell Roan, dans son cas, le maquillage, ça devient aussi une façon d'établir des limites entre elle et ses fans. C'est quelque chose qui, tu sais, dont on parle de plus en plus, dans le fond, dans les relations parasociales qu'on tisse avec nos célébrités préférées, avec les réseaux sociaux. Des fois, il y a des limites qui sont franchies ou il y a des débordements. On en a parlé même dans ce podcast. C'est ça, on en a déjà parlé. Puis ça, c'est la conséquence un peu de ce lien-là, de cette proximité-là qui nous fait croire qu'on a une intimité avec ces figures-là, alors que c'est des gens qui nous doivent rien, mais c'est des inconnus aussi. Bref, elle a fait des sorties médiatiques. Elle s'est filmée, je pense qu'elle s'est postée sur son compte TikTok où elle était démaquillée. Puis elle s'adressait à la caméra en disant « Arrêtez de me toucher, arrêtez de m'harceler, de me stalker. » De stalker ma famille, ouais. Je pense que, je sais plus si c'est dans cette vidéo-là, mais on va en mettre un extrait. Je pense on en avait mis déjà un extrait, mais elle dit aussi
I'm a random bitch, you're a random bitch. Comme elle veut vraiment dire, tu sais, je suis une random bitch. I'm a random bitch. You're a random bitch. Just think about that for a second, okay? Moi, ce que je vois là-dedans, c'est pas de dévaluer son statut, ses privilèges, mais vraiment, comme je l'ai déjà dit dans un autre épisode, je suis une humaine. Puis l'affaire, c'est que la célébrité, ça déshumanise les gens. On les met sur des piédestals. Puis mettre quelqu'un sur un piédestal, c'est pas mieux que d'y chier dessus. En faisant mes recherches sur la figure de Pierrot, il paraît que David Bowie a déjà dit « I am Pierrot, I am every man ». C'est comme si ça voulait dire, tu sais, je pourrais être n'importe qui. Tu sais, moi aussi, je suis un random bitch. Fait qu'on oublie l'humanité de ces figures-là, puis on se croit tout permis. On peut avoir des propos diffamatoires sur les réseaux sociaux sur eux, et notamment dans les snark pages, et ça va tourner de plus en plus dans l'actualité parce que il y en a plusieurs au Québec sur Reddit. Donc, c'est des forums qui sont dédiés à commenter les figures publiques du végétariat québécois, mais snark, ça implique le faire de façon un peu désobligeante, ou c'est des critiques qu'on envoie à ces gens-là. Puis, tu sais, finalement, ça devient des tiers-lieux, là, les snark pages. Donc, c'est des tiers-lieux, c'est pas la maison, c'est pas le travail, c'est un entre-deux où on peut socialiser comme au bar. Il y a des discussions qui ont lieu là et qui sont disponibles et visibles de tous, c'est ça. Fait que c'est là que ça devient un petit peu particulier parce que si tu googles ton nom puis que tu tombes sur des affaires qui sont dites dans ton dos sur Reddit, c'est un peu bizarre. Il y a cette réalité-là qui prend de plus en plus d'espace, les snark pages. Puis dans ces snark pages-là, c'est intéressant, j'avais écrit un peu là-dessus pour Châtelaine, mais les gens vont développer une socialité, ils vont développer des liens avec les autres gens de la communauté à travers une haine partagée. Puis ils vont souvent essayer de justifier leurs actions en se croyant ou s'imaginant des justifiés masqués, tu sais, qui font quelque chose pour le bien, le greater good. C'est des vigilantes. Et moi, je fais ça parce que, tu sais, c'est pas une bonne mère, puis ses enfants sont en danger, ou moi, je fais ça parce que... Là, ils sont pris, c'est une quête pour la justice. Donc, bref, ce qu'elle dit, Chappell Roan, c'est quand je suis maquillée, je suis au travail, je suis là pour vous, je suis en show, je suis en performance. Puis là, on peut avoir un rapport parce qu'il est balisé, tu sais, c'est le contexte, c'est le show. Mais si tu me vois dans la rue, je suis pas maquillée, je suis pas au travail, t'as pas le droit d'aller me voir, de me demander un autographe ou whatever, je suis pas là, je suis pas disponible pour toi. C'est une des premières à essayer de vraiment publiquement mettre cette limite-là. Mettre ces limites-là. Elle se fait critiquer, évidemment, pour ce geste-là. Mais là, justement, au tapis rouge des VMAs, elle s'est fait poser la question là-dessus, puis elle dit depuis qu'elle a fait ses posts, ça a changé, puis que les gens, ils respectent plus ses limites, puis qu'elle est contente de la réception de ses fans de ça. Ouais, puis là, au VMAs, d'ailleurs, sur le tapis rouge, il y a un autre moment où on la voit mettre une limite, parce que je pense qu'elle se fait dire, elle se fait crier après, là, il y a énormément de paparazzi, de photographes, puis elle dit arrête de me crier après, puis le photographe, il dit shut the fuck up. Fait qu'elle, elle lui répond, elle tourne, puis là, tu sais, elle est habillée en robe médiévale, tu sais, comme telle une princesse, puis elle dit you shut the fuck up. En pointant, là. Puis avec son ongle super long, puis elle lui fait comme un regard, en tout cas, on va mettre l'extrait. Fait qu'il y a ce moment-là. Il y a aussi intéressant une autre limite qu'elle a tracée, c'est un barrage physique littéralement, c'est qu'à chaque fois qu'elle parlait avec une autre vedette pendant les VMAs, elle utilisait un éventail où elle finalement cachait les deux visages parce que ce qui arrive, c'est que sur TikTok maintenant, il y a beaucoup de gens qui font du lip reading, donc ils vont lire sur les lèvres et ils vont essayer de comprendre puis de traduire aux gens, à tout le monde, qu'est-ce qui se disait. Tu vois, ça c'est drôle parce que c'est quand même une intersection avec le monde du basket parce que les joueurs de basket font ça depuis des années, parler dans leur chandail pour pas qu'on puisse lire leurs lèvres. Ah wow! Si une armure qui était très littérale, c'est le fait qu'elle a changé 3 fois de costume pendant la même soirée, mais qu'elle a littéralement porté une armure lors de sa performance. Elle était habillée comme... En tout cas, ça ressemblait à un chevalier médiéval, tout en métal. Les gens ils disaient « Joan of Arc ».
C'est ça, on pense tout de suite à Jeanne d'Arc, évidemment. Beaucoup de références au Moyen-Âge. Et je trouve que le Moyen-Âge, dans notre tête, ça fait très cosplay. On pense tout de suite au jeu, à la performance, parce que même ici, tu sais, il y a l'idée des grandeurs nature. Tu sais, à Bicoline, il y a plein de gens qui vont recréer des batailles, des mises en scène. 1200 personnes cette année à Bicoline. C'est fou, cette histoire-là. Même l'idée qu'elle a choisi de s'inspirer ou de faire référence à cette époque-là, le Moyen-Âge ou whatever, je trouvais que c'était bien parce que ça met vraiment l'emphase sur le fait qu'elle est dans un personnage, elle fait une mise en scène, elle a revêti le costume de Chappell Roan, qui n'est pas d'ailleurs son vrai nom légal. Puis ça aussi, c'est une façon de mettre une genre de frontière puis de se protéger. Mais c'est ça, là, je voulais juste dire, tu sais, on disait que ça faisait référence à Jeanne d'Arc, mais en fait, j'ai vu sur Reddit que ça serait peut-être une autre référence, que ça serait une référence à Julie d'Aubigny. Tu sais, c'est qui? C'est une ben là ça dit 17th century French bisexual opera singer. Puis je trouve ça intéressant qu'elle rende hommage comme ça à des queer icons, si c'est le cas, like who knows. Parce qu'il y a une historicité aussi dans les luttes. Puis il faut, quand t'es féministe, tu sais, il faut que tu reconnaisses les gens qui ont pavé la route avant toi. Ce que, par exemple, notre chère Jojo Siwa n'a pas vraiment tendance à faire. Parce qu'elle s'est elle-même déclarée « the inventor of gay pop ». I stand with that. Là, j'ai découvert, c'est ça, Mademoiselle de Maupin, qui semble être une figure, tu sais, quand même niche, mais connue dans la communauté Internet saphique, donc lesbienne. Mademoiselle de Maupin, elle serait née en 1670 ou en 73, puis elle est morte très jeune, là, genre à 35 ans. Mais c'était une actrice, une cantatrice et une duelliste française. Elle faisait de l'escrime. Elle a eu un amant et a gagné sa vie avec son amant en faisant des démonstrations d'escrime. Un homme contre une femme habillée en homme. Puis ça pognait. Puis là, il paraît que pour mieux gagner sa vie, ils se sont fait engager à l'Opéra municipal de Marseille. Puis c'est là qu'elle tombe amoureuse d'une jeune fille. En découvrant le poteau rose, les parents de la jeune fille vont placer la jeune fille dans un couvent à Avignon. Et là, la mademoiselle de Maupin se rend à Avignon pour libérer son amoureuse. Puis elle se présente alors comme novice, comme pour intégrer le couvent. Oh my God. Elle délivre son amoureuse, elle prend le corps d'une nonne décédée, puis elle la met dans la chambre de son amoureuse pour faire à croire que c'est genre son corps, puis elle met le feu à la place. C'est donc bien bon. Puis après 3 mois de ce voyage, elle retourne à Paris seule. Fait que peut-être qu'elle s'est fait domper finalement. Peut-être qu'elle l'a tué. Et puis, l'autre truc que j'allais dire... la tendance qu'on remarque là, dans le maquillage, dans les vêtements de Chappell Roan. Mais tu sais, le maquillage, là, je te parle, c'est du maquillage très, très poudré blanc. Exactement. Ça fait référence... Ah, Marie-Antoinette type beat, là. Oui, puis à l'époque, le maquillage était très, très poison. Ces genres de poudre-là blanche, il contenait beaucoup de plomb. Fait que souvent, il t'empoisonnait. Puis des fois, il y a des rumeurs comme quoi certaines figures historiques ben riches, parce que c'était juste les riches qui pouvaient, tu sais, se permettre ce luxe-là. Ce luxe, mouraient littéralement de s'être maquillés. Fait que c'était comme ce qu'on dit, c'est un pharmacon, là, c'est un remède et un poison à la fois. Puis je trouvais que c'était une belle métaphore qui me faisait penser à la célébrité ou la visibilité, tu sais, qui était aussi un pharmacon, qui était aussi un remède puis un poison. Donc c'est ça, elle a vraiment une base très très blanche. Puis ça me fait penser justement à un texte que j'ai lu dans It's Nice That, qui parlait d'une tendance graphique que Elizabeth Godspeed appelle future médiéval. Puis j'ai l'impression, c'est comme un mélange d'esthétique entre quelque chose de techno, de futuriste et à la fois une référence au Moyen-Âge. Puis on peut penser, ça c'est un exemple de moi, mais le cheval métallique qui était à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Puis là, après, j'ai pas trippé tant que ça sur le texte de la fille, mais elle disait que ça pouvait aussi s'inscrire dans l'espèce de montée de la Catholic Core. Dans un moment où il y a tellement de choses qui se passent dans le monde qui pourraient nous désabuser que finalement, on se retourne vers
un symbolisme très fort, voire religieux. Là, c'est Christian Girl Autumn en plus. C'est une esthétique sur Instagram menée par des influenceuses qui s'en vont toutes dans le Maine ou dans le Vermont pendant l'automne pour faire des photos avec les arbres qui deviennent oranges. Puis c'est comme du 1er septembre jusqu'à l'Halloween. Mais dans les communautés d'influenceurs, là, tu me disais qu'il y avait quand même beaucoup d'influenceurs qui se convertissaient au catholicisme. Ben il y a oui. un retour vers la religion qui n'a pas été vraiment abordé encore dans les médias traditionnels, ou peut-être un peu. Ça commence à être abordé, mais justement, par exemple, Urbania a fait un piece sur le YouTuber GNT Productions qui s'est converti, mais eux, c'est parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est tout par la même chapelle qui s'appelle The Good News Chapel, qui est une église évangélique. Radio-Canada a fait un reportage au téléjournal la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, sur la montée des églises évangéliques au Québec. Fait que ça fait partie du zeitgeist. Mais ça, je vais juste lire. Future Medieval is a collective acknowledgement of the messiness of our current reality. An era marked by chaos, donc on est dans le chaos, l'incertitude et de grandes divisions sociales. Donc, aucune surprise, elle dit si le langage esthétique qu'on épouse, c'est le future médiéval, le médiéval futur, je sais pas comment on traduirait ça. The dense, esoteric form of future medieval reflect a world grappling with upheaval, much like the original medieval period. D'accord. J'ai bien aimé l'esthétique de Chapel Roan, l'idée qu'elle met vraiment en scène un personnage qui est potentiellement une référence historique à une icône queer que je ne connaissais pas, mais aussi l'idée que ce personnage-là s'inscrit dans une tendance peut-être plus large, sociétale, où il y a l'esthétique médiévale qui s'imbrique à une forme de futurisme. Puis dystopie, ouais. Puis l'idée que finalement, là, il y a tellement de trucs qui se passent qu'on doit se protéger. On doit trouver notre propre armure. C'est le mot de la fin. Ouais. J'espère que vous avez aimé l'épisode, tout le monde. Comme on a dit, c'est notre 10e épisode, donc félicitations tout le monde, mais partagez votre épisode préféré. Et ouais. Tu sais, on n'a pas de page Instagram ou rien de ça. On a vraiment décidé de faire une stratégie de marketing minimaliste parce qu'on veut que ce soit vous qui aimez ça, qui en parle, puis que ça devienne une... Le bouche à oreille, c'est ça qu'on avait dans... Ouais, if you know, niche community, culture curator. Mais aidez-nous quand même. Merci. C'est comme the best kept secret, mais keep it a little less secret. OK. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui écoutent, là. Sur ce, bisous et à la semaine prochaine. Ouais. La musique, c'est Azlo, A-Z-L-O. Allez écouter sur SoundCloud, Spotify.